Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de l'émission Café Débat, vous le savez. L'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. L'actualité politique très en surchauffe, je le disais en début de semaine, et ce qui continue. Débat autour des velléités du président et de sa mouvance d'aller vers une nouvelle constitution et de pouvoir au bout le maintenir au pouvoir. Évidemment, la naissance d'une forte opposante à cette velléité qui s'appelle Front National pour la défense de la Constitution. La grève du SLEG aussi, qui est aussi notre aspect de l'actualité brûlante du moment. En tout cas, pour parler de l'ensemble de ces sujets, en première partie de cette émission, je reçois comme invité M. Fodé Mohamed Souma. Il est le président de la GECI, la Génération Citoyenne. M. Souma, bienvenue sur ce plateau. Merci pour cette invitation et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Merci surtout de la disponibilité. Vous êtes un habitué de cette émission, je le rappelle. Alors oui, on va faire un tour d'horizon de l'actualité comme d'habitude, partir dans tous les sens. Mais avant, la GECI, votre parti aujourd'hui, quel est son état de santé politique, on peut dire comme cela, la vivacité de votre parti? Est-ce que vous êtes réellement existant sur le terrain? Absolument. Vous savez, un parti, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail au quotidien, dans la durée, sur le temps. Et donc, nous travaillons. Aujourd'hui, nous avons changé de stratégie d'Assemblée générale. Nous sommes au cœur de la cité. Et donc, dans chaque quartier de la capitale, nous avons créé un forum citoyen. Et personnellement, je parcours ensuite la capitale du vendredi au dimanche pour faire des rencontres citoyennes, comme vous pouvez le voir sur notre page Facebook GECI Guinée. En tout cas, nous travaillons pour densifier notre électorat avant la campagne de massification qui va précéder la prochaine campagne électorale, parce que nous avons deux défis aujourd'hui, c'est être présent à l'Assemblée nationale et ensuite aller à la conquête du pouvoir. Oui, pour être présent à l'Assemblée, il faut être, je veux dire, en harmonie avec une base militante. Il faut être un parti présent. Mais est-ce que votre parti a cette assise aujourd'hui sur le terrain? Est-ce que votre parti est animé dans ce sens-là aujourd'hui, au contact des populations, pour pouvoir peut-être réussir ce défi d'être présent au sein du Parlement prochain? Absolument. Vous savez, nous aurions pu être présents au Parlement, mais sous une autre bannière, ce que nous avions refusé. Nous avions lancé une stratégie qui pouvait amener l'opposition à avoir la majorité absolue, en allant à l'uninominal avec tous les leaders et en faisant des listes nationales, ce qui me semblait être possible, d'autant plus qu'à l'époque, l'opposition était majoritaire dans le pays, on n'a pas été écouté. Et donc aujourd'hui, on est en difficulté parce qu'un parti qui manque de visibilité dans les instances, dans les institutions, c'est difficile. Mais ça n'a pas empêché le parti d'évoluer, de progresser. Et je puis vous assurer que la GECI sera présente dans la prochaine assemblée parce que nous avons travaillé pour ce faire. Et contrairement à 2010, où nous étions vraiment à l'état embryonnaire, eh bien, aujourd'hui, je pense que nous pouvons aller à la conquête du pouvoir sans complexe, avec beaucoup d'espoir. Peut-être qu'on en a déjà parlé dans le passé, mais c'est toujours important de revenir là-dessus. Votre parti était-il parti aux dernières compétitions électorales, notamment les communales, ou non? Pourquoi? Non. Si vous n'étiez pas allé, pourquoi? Effectivement, parce que vous savez, nous avions accompagné le président Alpha Condé pour son second mandat, et donc, comme on était membre de la COPAM... Jusque-là, vous étiez... Voilà, comme on était membre de la COPAM, donc la COPAM avait dressé des listes. Et au sein de ce process, il y avait aussi les listes de la Génération Citoyenne, afin que nous puissions avoir des conseillers, parce qu'on n'avait pas de candidat maire. Donc pour qu'on ait des conseillers, et puis surtout des conseillers de quartier, on avait travaillé. Et je puis vous assurer, vous pouvez demander à Bouna, de tous les alliés, c'est la GECI qui avait vraiment fourni vraiment un document consistant, c'est-à-dire dans toutes les préfectures, dans tous les quartiers de la capitale, dans les secteurs. C'est pour vous dire vraiment qu'il y a une réelle vivacité du parti. Maintenant, comme on dit, c'est le terrain qui commande.
on verra bien lors des prochaines élections. Et donc, depuis que vous êtes parti de la mouvance, vous avez quitté Alpha Condé, ça fait plusieurs mois maintenant. Est-ce qu'à date, on peut dire que la GECI s'est finalement retrouvée dans cette opposition, c'est confortablement installé, ou est-ce que vous avez du mal à vous trouver une position exacte? Non, sincèrement, confortablement, parce que vous savez, nous on est constant dans nos choix, dans nos décisions. On ne pouvait pas être de la majorité présidentielle et critiquer. Mais par contre, vous ne m'avez pas entendu encenser non plus. On ne pouvait pas critiquer, on ne pouvait pas encenser. Aujourd'hui, nous avons notre liberté de parole, de mouvement, nous avons retrouvé notre autonomie, notre indépendance. Donc c'est tout bénéf pour le parti. Donc aujourd'hui, nous travaillons d'une façon conséquente à renforcer les structures du parti. Maintenant, au sein de l'opposition extra-parlementaire, nous avons aussi de la visibilité. Nous venons d'adhérer au front, qui pose certains problèmes. Mais en tout cas, nous sommes aujourd'hui au devant de la scène et nous nous battons. Non, le front, on va en parler tout à l'heure, mais sauf qu'il n'est pas un bloc politique. Mais là, je parle de votre positionnement politique au sein de l'opposition. Aujourd'hui, il y a deux blocs fondamentalement. C'est l'opposition républicaine et puis c'est, comment on va appeler ça, la CODE. Hein, il y a aussi le CPR. Et il y a CPR qui est, comment on va dire, qui est revenu encore sur la scène en quelque sorte. Alors, vous êtes dans lequel des blocs? Aucun des blocs. Nous avons dit à nos pairs de l'opposition, allons vers l'union sacrée. Vous avez beau appartenir à vos blocs, répétons, réitérons ce qui nous a fait obtenir des élections comme en 2010, face au CNDD. L'union sacrée des forces vives. Eh bien, aujourd'hui, restez opposition républicaine, restez code, restez ce que vous voulez, restez même autonome, indépendant, mais mettons-nous ensemble pour créer un réel contre-pouvoir face aux velléités de ce pouvoir moribond. Donc, c'est ce que nous avons demandé. J'ai été vers tous les leaders politiques depuis mon absence du territoire à ma présence ici depuis des mois. Donc, nous avons travaillé. Nous sentons que c'est difficile à obtenir, mais il faut que ces gens sachent une chose. Si nous n'allons pas vers cette unité d'action, nous ferons le genre. Alors, ce qui fait que vous ne partez pas dans cette unité d'action, c'est peut-être l'orgueil politique, là, qui fait que les uns restent à regarder l'autre dans son camp. Non, c'est pas l'orgueil par exemple, politique. vous n'êtes dans aucun des blocs politiques. Vous avez ceux-là qui sont, eux, partis former la CODE, et il y a le CPR, il y a le bloc libéral. Chacun se regarde depuis son camp. Est-ce que ça peut amener à cette union sacrée politique? Pas du tout. Je leur ai dit, c'est bien de garder vos branches, vos identités, vos appellations, mais allons vers une nouvelle entité qui va regrouper tout ça. Politiquement, vous savez, tous les partis de l'opposition. je suis membre fondateur de l'opposition républicaine. Ce que les gens oublient, c'est que avant, dans les forces vives, il n'y avait pas un seul parti. Il y avait différents courants qui s'étaient noyés dans une masse, les forces vives. Ensuite, l'opposition, avant qu'il n'y ait les législatives, on s'est tous retrouvés ensemble et on a créé l'opposition républicaine. Bien. Donc, aujourd'hui, je leur dis, allons vers une telle entité, parce que c'est l'exemple le plus plausible pour nous permettre de servir de contre-pouvoir. Donc, allons vers ce schéma, faisons en sorte de créer une force, et on trouvera l'appellation, mais une force qui regrouperait toute l'opposition, parlementaire, extra-parlementaire, et ce qu'on appelle les non-alignés. Bien. Et c'est pas gagné. Voilà. Alors dans ça, c'était un peu le débat autour de la vie de votre parti, du positionnement de la GECI. Aujourd'hui, vous pensez que le parti est plus en plus dynamique. Absolument. Et que la GECI est prête à aller vers les élections législatives à venir. On va en parler sans doute. Alors, mais le débat politique aujourd'hui dans notre pays est focalisé ces derniers temps sur cette affaire de velléité, le troisième mandat d'Alpha Condé, même si lui-même ne l'a pas encore prononcé ou qu'il l'a implicitement prononcé, puisqu'à son siège, la dernière fois, il a dit qu'il peut... Personne ne peut l'empêcher de consulter le peuple. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Pour quelle fin, on n'en sait pas. Mais le débat reste concentré sur cela aujourd'hui. Velléité du troisième mandat, velléité d'instaurer une nouvelle constitution. Alors oui, quelle est votre analyse à cette situation, à cette velléité? Ben, vous savez, nous avons là encore
ce n'est pas aujourd'hui qu'on s'est réveillé, même si on a l'impression que l'Assemblée nationale s'est réveillée trop tard. Vous savez, lorsqu'on a installé cette Assemblée le 12 janvier 2014, on savait que le 13 janvier 2019 au matin, c'était fini. Il y avait un terrain déjà balisé qu'il fallait explorer. Rien n'a été fait et on s'est retrouvé avec une Assemblée qui allait tout droit vers vraiment ce qu'on appelle député périmé et qui a trouvé des artifices pour dire que cette Assemblée restait en place jusqu'à l'avènement de la prochaine, ce qui n'a rien à voir avec la Constitution. Nous estimons que les arrangements, les contournements, les raccourcis sont toujours possibles. Donc, nous avions anticipé. Dès l'année dernière, on a demandé à l'opposition, au sein de l'opposition parlementaire, de ne même pas participer à l'élaboration de la loi de finances, au vote de la loi de finances. C'est-à-dire de ne pas siéger à l'Assemblée et de se retirer de la CENI. C'est-à-dire, on voulait que l'opposition se retire des institutions afin d'amener le pouvoir à organiser les élections très rapidement. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le président Alpha Condé serait la dernière personne à accepter une démocratie sans représentation de l'opposition dans les institutions. Donc, c'est notre arme fatale. Ce n'est pas de faire des manifestations de rue, ce n'est pas compter des morts, ce n'est pas faire des conférences de presse. Il suffisait de se retirer. Et à partir de là, on le laissait face à lui-même. Déjà, où on était dans une démocrature, brin de démocratie parce qu'il a été élu, mais une véritable dictature, où il allait vers vraiment le respect du calendrier électoral, parce que ce glissement, nous l'avions vu depuis très longtemps. Lorsque un président retarde les échéances, sachant qu'il a aussi son élection, c'est une façon de profiter du glissement. Donc nous leur avons dit, retirez-vous afin de le mettre face à lui. Eh bien, ils sont restés jusqu'à terme. Et donc, lui, aujourd'hui, il a sorti un décret prorogeant leur mandat, sans deadline, c'est-à-dire que sans contour. Donc, nous avons aujourd'hui des députés qui peuvent siéger jusqu'en l'an 2022, jusqu'en l'an 2030. Bien. Tant que le président n'aura pas fait un autre décret, ils sont là. Nous avons une CENI qui vient d'être installée, qui, au lieu d'aller vers un chronogramme, se contente de rencontrer que les blocs, comme si la classe politique s'est limitée aux blocs. Donc, une CENI qui ne montre pas du tout l'entrain de vouloir organiser des élections. Donc, ça dit que nous sommes face à un flou artistique sur lequel surfe un président de la République, maître des cieux, le seul élu de la République aujourd'hui, en toute légitimité et en exercice. Donc, quand vous vous retrouvez dans un pays de 12 millions d'habitants, où le seul élu c'est le président de la République, ça veut dire que vous n'êtes plus dans une démocratie, vous n'êtes même plus dans un royaume, vous êtes, ça n'a pas de qualificatif. Donc c'est pour vous dire que il s'est mis en difficulté tout seul. Eh bien, ne l'aidons pas à pouvoir rebondir. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aller vers les législatives cette année. Si nous avons les élections législatives cette année, eh bien, on aura la présidentielle l'année prochaine. Bien. Mais s'il n'y a pas d'élection, eh bien, on va l'accompagner dans le glissement et il aura bien joué son coup. Alors déjà, vous êtes sûr que les velléités d'aller vers un troisième mandat sont palpables? Moi, je dirais pas troisième mandat. Chez Alpha Condé. Moi, je dirais pas troisième mandat parce que c'est un mot que tout le monde utilise. Je dirais nouveau mandat. Je dirais même premier mandat. Parce que s'il obtient la révision, ce ne sera pas un troisième mandat, ce sera un premier et la possibilité d'un second derrière. Donc vous êtes sûr que son intention, ce n'est pas seulement que nous pouvons l'avoir 20 ans au pouvoir. Vous êtes sûr que son intention ou l'intention de son camp, c'est pas seulement d'adapter un certain nombre d'aspects de la Constitution au contexte actuel, mais c'est de toucher les partis qui sont censés être intouchables. Non, c'est le timing qui me fait dire ça. Non, il ne touchera pas aux deux mandats. Mais en faisant une révision, il a en fait, cette révision va rendre caduque donc il aura la possibilité de faire deux mandats. Ceux qui disent qu'il veut changer le mandat, non. Il veut une nouvelle constitution qui remettrait les compteurs à zéro et ainsi il aurait son premier mandat jusqu'en 2025 et un second jusqu'en 2030. Donc aujourd'hui on peut l'avoir pendant
20 ans. Donc ce que vous pensez qu'il doit être fait, c'est d'empêcher qu'il y ait cette révision, qui puisse donner quitus à Alpha Condé de pouvoir se représenter. Moi, je ne parle même pas de la révision. Moi, je dis ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'obliger la CENI à organiser les législatives cette année. Oui, ça c'est un autre débat, voilà. Mais à côté, Alpha Condé veut qu'on revoie la S'il y a les élections législatives aujourd'hui, s'il y a les élections législatives, il y aura la présidentielle l'année prochaine. Moi, je n'ai pas vu les contours. Il y en a même qui disent qu'elle est prête, ce qu'il voudrait proposer au peuple. Je dis c'est le timing qui fait défaut. Et c'est en face de cette velléité-là, c'est face à cette velléité, à ces intentions, qu'il existe désormais ce Front National de Défense de la Constitution, front auquel vous appartenez. Absolument, nous sommes membres fondateurs. Alors, vous appartenez à ce front pour contrer cette velléité. Mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez réussir ce combat? Quelle stratégie vous avez bâtie? Est-ce que vous êtes confiant de la lutte de ce front-là? Non, pas encore. Je ne suis pas encore convaincu. J'ai été approché. Et donc nous avons discuté, nous avons donné notre accord et nous participons déjà aux activités et dans les commissions. Mais seulement ce que je leur ai dit, nous ne pouvons pas limiter nos revendications au seul troisième mandat entre guillemets. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est empêcher les députés de siéger ou de leur demander de se retirer et parallèlement mettre la pression sur la CENI pour qu'on ait les élections en 2019. Voilà, c'est ce que nous avons mis dans la besace et nous attendons. Parce que c'est ce que vous proposez au front. Parce que dire on est contre le troisième mandat, mais 90% de la Guinée est contre le troisième mandat. Ce qu'on appelle troisième mandat, moi ce que nous appelons premier mandat. Hein? Donc on est contre. Mais on ne peut pas limiter la contestation à ce point. Et pourtant, on va être assis à le regarder jusqu'en 2020. Pourtant, le nom du front détermine clairement l'objectif qu'il a. Front National de défense de la Constitution. Et donc, vous ne pouvez pas défendre la Constitution et aller à l'encontre. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Aller à l'encontre, ça veut dire que dans le front, il y a des partis politiques de l'opposition dont les députés ont décidé d'aller à l'Assemblée la dernière fois, malgré que certains ont dit que ce n'est pas la peine d'y aller. Mais c'est déjà contradictoire. C'est déjà démembré au départ. Nous avons des députés qui refusent de siéger, d'autres qui siègent. Nous avons l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, nous avons même ceux qui se disent du centre ou les indépendants. Donc de ce point de vue, ça veut dire que ce front déjà est mal né. Je ne dirais pas mal né, je dis si le front aurait dû baliser le terrain. Nous constituons un front de défense de la Constitution. À l'image des forces vives de la nation en 2007. Voici notre feuille de route, voici ce que nous voulons, notre calendrier, etc. À partir de là, viendra qui voudra. Mais vous ne pouvez pas ouvrir les vannes et ensuite sectionner. C'est au départ que vous devez vraiment déterminer le fond du combat. C'est l'erreur que ce front n'a pas pu prendre en compte. Je ne dirais pas qu'elle a commise, mais il faudrait maintenant qu'ils se réveillent, qu'ils se disent, voilà, nous allons vers des difficultés, nous allons vers l'implosion, nous allons vers vraiment une division. Donc il faut que les choses soient claires. Donc Fodé Mohamed Souma, votre parti, la GECI, vous êtes dans un front qui s'appelle Front National de Défense de la Constitution, qui veut bloquer les velléités d'Alpha Condé de se maintenir au pouvoir ou de proroger son mandat. Et mais dans le même front, vous avez vos camarades de l'opposition au même moment qui ont leur mandat législatif échu parce que le président a prorogé ce mandat, ils ont siégé. Un décret. Donc il y a contradiction. Est-ce que vous allez rester dans ce front à côté de cette contradiction ou est-ce que vous allez partir tout simplement? Non, non, c'est-à-dire que si le front respecte sa ligne politique, c'est-à-dire nous sommes pour la défense de la Constitution et que mordicus, on ne fasse que ça, ben nous on est partant. Mais on ne peut pas défendre la Constitution et avoir des attitudes anticonstitutionnelles, appartenir à ce front, non, c'est incompatible. Déjà, ils l'ont fait, parce qu'il y a qui siègent là. Donc nous, l'UFDG, l'UFR... Maintenant, on est en train de discuter pour qu'ils se retirent. D'accord. Vous pensez qu'ils vont vous écouter?
Mais parce que Faya Milimono, malgré que Faya Milimono a été arrêté la dernière fois, il est sous contrôle judiciaire maintenant, ils ne se sont pas retirés. Le processus continue à l'Assemblée. Oui, mais vous savez, ils ont tout intérêt. Moi, j'ai rencontré personnellement les deux présidents des deux groupes parlementaires, que ce soit Selou et Sidia. J'ai dit, retirez-vous, ne siégez pas. Et même si vous avez des députés, des brebis galeuses qui veulent siéger, laissez-les partir, mais excluez-les. Ils seront là-bas à leur nom, pas au nom de l'UFR ou de l'UFDG. Je pense que ça peut les conforter. Parce que ce que nous voulons, c'est que l'opinion nationale et internationale sache qu'on est dans une démocratie où l'opposition n'existe nulle part. Dans aucune institution. Aucune. Si on le fait demain, je vous assure que le président de la République sera le premier à vouloir qu'on ait des élections derrière. On verra bien si la voix du G6 passera dans ce front, c'est-à-dire demander à toute l'opposition de se retirer dans toutes les institutions républicaines jusqu'à ce que les échéances électorales attendues soient respectées, c'est-à-dire les législatives et peut-être la présidentielle. Pas peut-être, absolument la présidentielle à date. Bien, on verra. Et puis peut-être on va évoluer sur d'autres sujets qui, au fond, actualité, c'est aussi l'évolution ou l'orientation économique du pays à date. On va terminer là-dessus. Mais avant, il y a d'autres sujets annexes politiques qui viennent. Je l'ai dit tantôt, vous avez quitté la mouvance il y a quelques mois. Mais pendant ce temps, on a l'impression que le président de la République est dans une offensive de débauchage encore dans cette même opposition où vous êtes arrivé là. Il y a Papa Koli qui était parti de la mouvance, comme vous, maintenant qui est de retour. On peut citer aussi Makanera et d'autres aussi qui ont été chopés de l'opposition pour la mouvance. Quelle lecture vous faites de cette situation il y en a même certains qui ont dit que la G6 fait du bruit pour être appelée, alors que s'il y a un parti qui pouvait être le premier parti choisi ou le premier leader choisi par le président Alpha Condé pour figurer dans son gouvernement après le plébiscite, c'était bien la G6. Donc nous laissons les gens à leurs commentaires. Nous avons fait le choix du peuple, nous avons fait le choix de la Guinée et des Guinéens, et rien ne nous détournera de cet objectif. Donc ceux qui ceux qui vont comme dans des vases communicants de gauche à droite, n'engagent que moi les querelles de personnes, les discussions de personnes, j'en ai fini. Aujourd'hui, l'adversaire, ce n'est pas l'UFDG, ce n'est pas l'UFR, ce n'est pas le PDN, l'adversaire c'est le pouvoir. Et donc nous devons nous focaliser sur cet aspect et ne pas nous perdre en conjecture ou disperser nos forces. Et donc, ça ne vous dit rien en réalité, quoi. Pour moi, c'est un non-événement. Sur la question de constance des partis. C'est un non-événement. Ouais, vous savez, c'est pourquoi il y a une forme de désaffection des populations pour la chose publique et surtout à l'endroit des politiques que nous sommes. Mais je dirais qu'il y a beaucoup plus de politiciens que de politiques. C'est pourquoi nous avons autant de difficultés. Mais sinon, je comprends les populations qui en ont vraiment marre de voir ce spectacle désolant, lamentable, scandaleux. Mais bon, c'est la vie politique à la guinéenne. Alors oui, en parlant de l'orientation politique du pays, je veux dire économique du pays aujourd'hui, à part l'actualité politique qui nous offre toute cette ambiance-là, il y a la gouvernance économique de notre pays. Et vous êtes économiste, financier, et on revient toujours là-dessus. À l'époque, quand vous aviez quitté la mouvance et que nous avions réussi ici, vous aviez mis au rouge la compétence de Kassouri en tant qu'économiste de redresser la situation, quand d'ailleurs il a dit que sous peu on allait dépasser la Côte d'Ivoire et qu'il allait partager, non seulement on allait avoir une croissance à 2 chiffres et qu'on allait partager le fruit de la croissance. Aujourd'hui on a un Kassouri qui est invité en Côte d'Ivoire ou à Dubaï ou ceci, il n'est pas invité pour des réformes économique qu'il aurait prise. La BAD ne vous invite pas. Bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez toujours de ces réformes? Non, moi j'en ai fini avec les querelles de personnes, comme je vous l'ai dit. C'est pas la personne de Kassouri qui m'intéresse. C'est les résultats. Économiquement, aujourd'hui, l'orientation du pays. Aujourd'hui, on parlait de rouge. Aujourd'hui, l'économie est dans le rouge sang, le rouge vif. Pourquoi? Parce que tous les indicateurs aujourd'hui nous interpellent. La commission du FMI qui est passée au mois d'août dernier, a vraiment tiré la sonnette d'alarme. Vous savez,
Avant que le président Alpha Condé n'arrive, le pays allait mal. Vers 2005, le taux d'endettement de la dette publique était énorme. Sur 100 francs que la Guinée avait, 60 francs allaient aux dettes. Donc c'était énorme, on ne pouvait pas faire grand-chose. Le PPTE nous a permis d'obtenir plus de 2 milliards de dollars. Donc cette dette a été baissée à 40 francs sur chaque 100 francs. Mais ce qui interpelle aujourd'hui les autorités financières, les institutions financières, c'est que la Guinée s'est surendettée entre-temps. Donc, ce qui aurait dû nous permettre de pouvoir décoller, eh bien aujourd'hui on s'est enfoncé. Aujourd'hui la dette publique est devenue tellement énorme que plus personne n'est payé, ni en interne, allez voir les entrepreneurs nationaux, plus personne, même à l'extérieur. La dette intérieure reste impayée. Et on continue à s'endetter. Parce que quand on vous dit on a été obtenir, ce n'est pas un don. La BAD ne vous donne pas, la Banque mondiale ne vous... Non. Oui, parce que juste hier, pour rappel, on a écouté sur la télévision d'État, la RTG, puisque actuellement le gouverneur de la Banque centrale, le ministre du budget et le ministre de l'économie sont à la réunion du printemps de la Banque mondiale. Ils disent que la Banque mondiale, pour les performances de la Guinée, vient de lui donner 40 millions de dollars. Alors oui, vous pensez qu'on n'est pas en train d'aller vers une performance économique? C'est grave. Vous savez, j'aime pas les querelles de personnes. Mais je crois que s'il y a des gens qui doivent vraiment mettre de l'eau dans leur vin, c'est le gouverneur de la Banque centrale. Nous savons d'où il vient, nous connaissons son parcours, des gens qui ont été arrêtés pour malversation, que le président Alpha Condé a commis l'erreur fatale de reconduire au même poste. Je pense que lorsqu'on veut travailler, lorsqu'on veut des résultats, on ne procède pas de cette façon. Je vous dis simplement que le taux d'endettement de la Guinée aujourd'hui, rien que la dette chinoise, nous avons dépassé les limites. Sans compter maintenant la dette publique intérieure et extérieure. Aujourd'hui, je vous assure que si on y prend garde, parce qu'on a même dépassé les directives de la CEDEAO, la Guinée aujourd'hui est en train de s'enfoncer dans une... C'est comme quelqu'un qui va vers un découvert sans plafond. Il prend la voiture, la maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plafond, alors qu'il y a toujours un plafond à un découvert, à un déficit. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes tellement endettés que je me demande, c'est dans combien de générations qu'on va finir. On va encore lancer des procédures dans quelques années. Ah oui, c'est pas nous, on ne peut plus payer, on est étranglé, etc. Mais pendant ce temps, nous qui parlons aujourd'hui, on sera tous 6 pieds sous terre. Donc toutes les performances économiques qu'on brandit aujourd'hui, vous pensez que c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux, c'est de la façade. Mais, écoutez, on est dans un pays où toute la jeunesse est en train de partir. On est aujourd'hui premier pays africain exportateur de migrants. On est le deuxième demandeur d'asile en France. Le premier en Belgique. Comment pouvez-vous, dans un pays où tout va bien, avoir votre force de travail, des gens que l'État a formés, des gens que l'État a nourris, aller ailleurs? Ça veut dire qu'ils ont tué l'espoir. Aujourd'hui, on n'a que des vendeurs d'illusions qui sont là pour nous dire ça va. On a dépensé 3 milliards dans l'énergie. Il n'y a pas de courant. Donc économiquement... On est en train de faire des routes. On a mis une couche sur les routes. C'est bien. Ça améliore. Mais avec les fortes pluies qui vont arriver, c'est comme si rien n'a été fait. Ça dit c'est du bricolage. Et du mensonge d'État. Et économiquement, vous pensez que c'est la catastrophe? C'est plus que la catastrophe. Le risque maintenant, c'est que les Guinéens se réveillent avec la gueule de bois. Vous voyez, non seulement on ne contrôle plus la masse monétaire en circulation, mais on est allé créer de la monnaie de campagne électorale. Et pourtant, la politique de la Banque centrale, selon les arguments qu'on nous donne, c'est qu'on maîtrise la masse monétaire. Si on crée de nouvelles monnaies, c'est parce que il y a besoin. Quand je prends par exemple le dernier cas en exemple, c'est la création des nouveaux billets de 20 000 qui ont été redimensionnés, les aspects sécuritaires renforcés, le design amélioré, et puis pour compléter la famille des billets, on avait besoin de créer un billet de 10 000 francs, 2 000 francs parce que ça manquait, et les billets de 10 000 aussi revus, tout ça. Vous pensez que tout ça, c'est du maquillage? Vous savez, c'est pour créer l'inflation? Lorsque vous créez la monnaie, lorsque vous créez 10 francs,
vous devez retirer 10 francs de la circulation. C'est pas fait. 1. De 2, lorsque vous créez des billets, les coupures. Aujourd'hui, il y a deux, avant de parler de la sécurité des billets, il y a deux choses fondamentales. C'est d'abord la taille et la couleur du billet. Aujourd'hui, quand vous êtes face à l'euro, la couleur vous détermine déjà c'est quel montant. Si c'est bleu, marron, rouge, etc. Ça, c'est le premier indicateur. Ensuite, il y a la taille. Aujourd'hui, je dis que cet argent qu'on vient de créer, d'abord, personne n'en connaît le montant. Les billets de 2000, de 20 000. Non, l'argent qu'on vient de fabriquer. Personne n'en connaît le montant. On ne connaît pas le montant qui a été éliminé de la circulation. C'est pourquoi j'ai dit, c'est de l'argent pour la campagne de ce qu'ils appellent la révision constitutionnelle, acheter des consciences. Parce que je vous dis, je suis sur le terrain, je reçois des infos de mes partisans, l'argent coule à flot. Donc, ces nouveaux billets de 20 000 et de 2 000, c'est un stock d'argent qu'on a fabriqué pour déverser dans la circulation. Et je vous dis... La conséquence économique, c'est quoi? L'inflation non maîtrisée à venir prochainement? Plus que l'inflation, surinflation. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent même pas les paramètres. Quand vous êtes dans un pays où vous ne pouvez pas quantifier la masse monétaire en circulation, vous êtes déjà en danger. J'ai vécu dans des pays où, lorsque Ouri veut prendre 50 € à sa banque, il y va automatiquement. Les écritures se font au fil de l'eau. Lorsqu'il a envie de prendre 2000 €, il faut qu'il prévienne 24 heures à l'avance. Tout ça, c'est pour maîtriser le flux financier. Mais nous, aujourd'hui, qui peut me dire, il y a combien d'argent qui circule en Guinée? Personne. Et non seulement on ne connaît pas cette quantité, mais on va fabriquer de l'argent. Sans dire qu'on a créé 10 000 francs de billets. Non, on crée des billets, on distribue. Et aujourd'hui, quand je vous dis que c'est pour la campagne, c'est par rapport à ce que nous voyons. Que dans toutes les communes de la capitale, à l'intérieur du pays, les milliards coulent à flot. Bien. Donc pour moi, cet argent, c'est pour la campagne de la révision qui ne passera pas. Et donc, cet argent aurait pu être utilisé autrement. Vous avez vu la grève du SLEG, vous avez vu l'état de nos établissements scolaires, de nos établissements sanitaires. C'est-à-dire que, au lieu de se mettre au travail, on est en train de faire de la politique. Et pour terminer donc cette émission, puisque l'actualité évolue, on reviendra sur d'autres aspects. Bref, je l'ai dit tout à l'heure, Alpha Condé, c'est aussi ce président de la République qui peut négliger certains de ses alliés. Et quand ils sont partis, il se rend compte de leur efficacité. Après, il leur fait appel. Bon, enfin, je peux prendre par exemple le cas de Papa Koli qui vient de retourner. Et on a créé un ministère presque à sa dimension, à sa taille, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Alors oui, est-ce que vous serez prêt à revenir demain ou après-demain, en tout cas avant les 1 an et demi qui restent pour Alpha Condé, si jamais il vous fait appel pour utilité, et pour redresser la situation économique? Revenir, ça veut dire que j'étais déjà venu, non. Je n'ai jamais... Alors, à venir au gouvernement, voilà, donc, hein. Je n'ai jamais... Moi, je vous dis, je suis là pour servir mon pays. La dernière fois qu'on m'a posé cette question, j'ai dit que les carottes étaient cuites. Parce qu'il n'y a plus rien à obtenir de ces gens-là. Mais je vous dis une chose, je suis un patriote. Si demain, le président Alpha Condé limite pour tuer ce système, pour la rupture, c'est-à-dire aucun ministre, aucune personne qui a exercé une fonction ministérielle reconduite, si demain, il dit « je veux la césure » avec toutes les pratiques du passé, il n'y a pas que Fodé Mohamed Souma. Il y a énormément d'hommes et de femmes, de Guinéens, de Guinéennes, à l'intérieur du pays et à l'extérieur, qui seraient prêts à venir aider leur pays, parce que les gens aiment leur pays. Le Guinéen aime son pays. Le Guinéen a mal de voir son État dans cette situation désastreuse. Donc vous êtes une ville sale. Vous êtes volontaire à venir au gouvernement si on nettoie tout? Pas du tout volontaire. Je dis que je ne suis pas le seul. Si demain, il dit, je veux du sang neuf, je veux des compétences, dans tout le gouvernement, je veux du mérite. Ouais. Mais vous ne pouvez pas, comme il l'a fait, critiquer votre gouvernement et reprendre 80%. Vous ne pouvez pas, au lieu d'aller vers la compétence, aller prendre vos adversaires, ceux qui ont appelé à la guerre civile, au coup d'État, à l'insurrection populaire,
pour les rendre taiseux. C'est-à-dire qu'il s'est mis à faire de la politique sans oublier qu'il avait des résultats à obtenir, qu'il avait un bilan à défendre, mais il a oublié tout ça. C'est maintenant qu'il commence à se dire, ben on fait quoi? Ben on fait quoi? Ce n'est pas aller vers un nouveau mandat, ce n'est pas tenter le diable, c'est changer la donne, c'est prendre les meilleurs fils et filles de ce pays pour amener la Guinée, à mettre la Guinée sur les rails. Personnellement, je n'ai jamais été intéressé, sinon j'aurais été dans le système depuis longtemps. Mais moi, ce n'est pas le président Alpha Condé qui m'intéresse, ce n'est pas non plus la volonté de ne pas servir mon pays, c'est le système que je combats. Donc en fait, avec ce système, vous amenez n'importe qui, il ne réussira donc, pas. Donc à condition que on ne revoie que de nouvelles têtes, de nouveaux visages, de technocrates, de ceci ou de cela dans un gouvernement demain, vous serez prêt à appartenir à une équipe comme ça, mais pas je serai son homme pour former cette équipe, mais pas pour venir me noyer dans la équipe toute nouvelle. Toute nouvelle. C'est-à-dire, la Guinée a tellement de compétences en interne qu'à l'externe, que dans mon esprit, il y a même certains postes pour lesquels on va faire des appels à candidature pour avoir le meilleur Guinéen, la meilleure Guinéenne. Eh bien, s'il veut entrer, aller dans ce sens, je vous dis qu'il va être soutenu. On n'est pas contre la personne du président Alpha Condé, à commencer par moi. C'est sa fonction, c'est la façon dont il gouverne. Et aujourd'hui, l'échec est là. C'est à lui de savoir ce qu'il va en faire. Voilà tout ce qu'on pouvait donc retenir de ce grand oral de notre invité du jour, Fodé Mohamed Souma. Tout de suite dans la deuxième partie, presque à la fin, pour 5 minutes chrono, je vais recevoir Sekou Jamal Pendessa pour parler de la levée du mot d'ordre de grève, ou si vous voulez la suspension du mot d'ordre de grève du SLEG aujourd'hui même au siège de ce syndicat après une certaine entente avec le gouvernement, bien entendu sur la base de la médiation et de la facilitation du ministre Tibou Camara. Peut-être un petit mot là-dessus avant de vous laisser partir. J'ai eu à parler avec tout à l'heure à la radio avec le général Aboubakar Souma. Le SLEG a notre soutien à 2000%. Je salue leur acte courageux et de patriotisme de vouloir sauver l'année scolaire, parce qu'on a face à nous des incapables, des gens qui n'ont pas le souci du devenir de ces enfants, de cette jeunesse et de l'éducation dans notre pays. Et quant à la façon de faire, là encore une fois, c'est pourquoi je fustige le pouvoir du président Alpha Condé. On n'invite pas à ce débat, à ces négociations, des gens qui n'ont rien à y faire. J'estime que Tibou Camara n'a rien à voir dans ce dossier. Pourtant, c'est lui qui a facilité, Tibou. Non. Mais c'est parce qu'on est dans un état non, c'est parce qu'on est dans un état désarticulé. Sinon, ce n'est pas nuitamment qu'on va réveiller les gens, qu'on va régler des problèmes. Non, on a un protocole, qu'on a signé, on l'applique. Aujourd'hui, on allait vers le danger d'une année blanche ou d'une année invalidée. C'est pourquoi j'ai félicité le SLEG. Et si demain... Mais il faut féliciter aussi l'acte de Tibou. Non, si demain ils veulent que le SLEG descende, nous, on demandera aux parents et aux enfants de descendre pour jeter ce gouvernement à la poubelle. Y compris Tibou. Tous. Bien. Merci, Monsieur le Président, d'être passé. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà donc, à tout de suite dans la deuxième partie pour juste 5-7 minutes chrono. À tout à l'heure après la pause D. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur.
Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Juste 5 minutes de décryptage de cette information, on va dire, fraîche qui est tombée justement dans cette journée. Il s'agit de la suspension du mot d'ordre de grève du SLEG. Évidemment, là-dessus, on a un certain nombre de points essentiels qui ont fait l'objet de cette entente. Sekou Jamal Pendessa sur ce plateau pour en parler. Bienvenue, Pendessa. Merci. Alors oui, c'était pas donné déjà de voir cette crise dénouée aujourd'hui, parce que il y avait de la résistance, il y avait de l'orgueil dans chaque camp, de la radicalisation dans chaque position. Mais bref, il se trouve que le mot d'ordre de grève a été levé aujourd'hui. Mais quels sont les points essentiels qui ont concouru à cette entente, à la levée du mot d'ordre de grève du SLEG? Il faut dire que le point qui est même le facteur déclencheur de cette nouvelle grève a été résolu. C'est-à-dire, vous savez, il y avait une certaine résistance au niveau des universités. Il y a un certain syndicat, si c'est MENU, j'ai du mal à retenir. Sénajur, qui est le syndicat de l'enseignement supérieur, qui avait dit que oui, il peut y avoir recensement dans les universités, mais pas avec le SLEG. Pas avec les agents recenseurs du SLEG. Il faut qu'il y ait des experts indépendants qui viendraient faire le recensement. Donc c'est ce qui a bloqué, alors qu'on avait fini le recensement au niveau de l'enseignement préuniversitaire et dans les écoles professionnelles et techniques de Conakry. C'était juste pour terminer au niveau des universités, aller à l'intérieur du pays. Donc c'est à la suite de cette résistance que le SLEG a déclenché sa grève. D'ici, on ne fait pas recensement dans les universités. Si le ministre hier ne signe pas la lettre autorisant le SLEG d'aller faire le recensement, ou la commission de recensement d'aller dans les universités, demandant au recteur de recevoir cette commission, on va aller en grève. Ils ont menacé pendant combien de temps, on n'a pas voulu les écouter. La grève a été déclenchée hier. Donc, cette lettre, cette fois-ci, il est dit qu'ils peuvent aller. Cela veut dire que le recensement pourrait reprendre même demain. Dans les universités. Dans les universités. Donc ça, c'est un premier point à retenir. Et il y a aussi cette affaire des enseignants mutés pour faire des grèves ou démis de leur fonction pour faire des grèves. Ça a été signé lors de l'accord signé en début d'année. Donc le ministre s'est engagé à les remettre dans leurs postes initiaux. Le ministre de la fonction publique. Oui. Non, le ministre de l'enseignement supérieur. Maintenant, c'est à partir de la rentrée scolaire ou universitaire prochaine, 2019-2020, puisque au cours de l'année, il est un peu compliqué de faire des mouvements. Donc, le SLEG aussi a accepté d'attendre jusqu'à la rentrée prochaine pour qu'on rétablisse ces enseignants dans leurs fonctions. Maintenant, il y a un autre point qui concernait les homologues de Kindia. Ils sont au nombre de 10. Là également, le ministre dit qu'il va, ou le gouvernement s'engage à les engager à la fonction publique dans les heures qui suivent. Ah, parce que là, sinon, ça ressemble à une sorte de comment on va dire, de réchauffe des mêmes protocoles. C'est-à-dire que dans le protocole précédent, c'est dit on va les mettre, on va faire, mais dans cet autre protocole, on est en train de mettre ça au futur. Mais cette fois-ci, on dit dans les heures qui suivent. Pourvu que ça soit le cas. On va voir. Parce que Souma disait sur ce point qu'il n'avait pas besoin que le ministre, par exemple le cas des homologues, dise qu'on va les mettre, parce que c'est ce qui a déjà été dit dans le premier protocole, mais qu'on vienne leur montrer un acte administratif intégrant ces 10 homologues-là à la fonction publique. Mais même s'ils ont dit dans les heures, ça reste toujours une promesse. On va voir. Dans tous les cas, l'opinion sera témoin du fait que c'est le gouvernement qui ne veut toujours pas qu'il y ait donc bref, on peut dire que les acquis majeurs pour le SLEG, cette fois-ci, c'est qu'on accepte qu'ils aillent dans les universités, pour les recensements. Qu'ils aillent dans les universités pour le recensement. On va rétablir les anciens mutés pour faire des grèves à la rentrée prochaine. Et puis les homologues de Kindia vont être engagés à la fonction publique dans les heures qui suivent, selon ce que Souma nous a dit à la radio. Et puis il y a aussi cette question de liberté syndicale. Vous savez qu'il y a eu ce problème, l'immixtion de certains préfets en région. Vous avez vu un préfet de Djerekouré qui est allé jusqu'à signer un acte pour interdire toute activité du SLEG
dans sa préfecture. Ça, c'est quand même une atteinte grave à la liberté syndicale. Donc ça aussi, ça va cesser et dans les préfectures et en milieu universitaire. Selon ce que les autorités ont dit, on va voir tout ça si ça va être respecté. Et puis il y a aussi le dégel des salaires de certains enseignants parce que il y a une centaine d'enseignants qui n'avaient pas reçu. Est-ce que c'était des anomalies ou bien c'était réellement la volonté de ne pas dégeler? Ça, on verra tout ça en détail. L'essentiel, on peut dire, est quand même acquis par le SLEG parce que le premier objectif, c'était d'amener le ministre de l'Enseignement supérieur à les autoriser à aller dans les universités pour procéder au recensement des enseignants du secteur de l'enseignement supérieur au détriment de l'opposition du Sénasur qui est le syndicat dit de l'enseignement supérieur qui s'opposait à cela. Nous reviendrons demain sur d'autres détails de cette entente. Ce qui est sûr, l'information du jour, c'est que cette grève est suspendue et que les élèves peuvent reprendre la route de l'école dès demain vendredi. Merci Pénès d'être passé. À demain. Merci. À vous, merci de votre attention. C'était un plaisir de vous retrouver. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.